Bonjour chers amis, chers frères et sœurs de partout qui aiment l'histoire. Alors, j'ai voulu, et c'est ce que je fais d'ailleurs, à travers cette chaîne YouTube de moi, professeur Alou Kwame René. Il parle de l'histoire africaine, etc., l'histoire de nos ancêtres, kémites, qui ont créé la plus grande civilisation qui soit, sans aucune vanité, et l'histoire des peuples d'Afrique en général. Alors, j'ai constaté qu'il y a une sœur africaine qui se sert de mes vidéos et qui les fait payants. Je me suis rendu compte de ça, je l'ai interpellé, je lui ai dit d'arrêter. Et d'ailleurs, quelquefois, il y a des gens qui m'ont sollicité. J'ai fait des émissions pour ces personnes-là. Et elles gagnent de l'argent. Elles n'ont jamais songé à dire, mais oui, professeur, même voici pour ton transport, etc. Alors maintenant, j'arrête, ça suffit. Ceux qui vont me solliciter et qui utilisent les connaissances que je leur donne et qu'ils mettent ça sur des chaînes de télévision, systématiquement, je leur fixerai un prix. S'ils ne veulent pas, bastaya. Parce que de toutes les façons, sur ma chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René, je diffuse ça gratuitement. Voilà, c'est ça. Mais ceux qui veulent utiliser cela pour en faire des documentaires, ils paieront. Voilà, ils paieront. C'est tout. Voilà. Ils paieront. Et leur attitude de faire semblant comme s'ils sont scandalisés, ça, je m'en moque. Ce n'est pas mon problème. Parce que diffuser l'histoire de l'Afrique que je sais, je le fais à travers ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder aussi en tapant Kwame René Alou. Mais ceux qui ont besoin de ces... Oui, ce sont des leçons, des cours. Hein, pour les mettre sur des chaînes de télévision et autres, sur des chaînes de radio, ils paieront. Voilà, ils vont payer. Voilà. Ils paieront. C'est tout. Voilà, ils vont payer. Je ne dis pas ça de tous parce que il y a certains qui comprennent, qui acceptent. Ce n'est pas tous qui sont ici. Ils payent au moins le transport. Hein, ou bien ils me donnent des bons d'achat. Voilà. C'est comme ça. C'est des fruits de combien d'années de recherche? Plus de 10 ans d'années de recherche. Et ça continue. Je peux dire de terrain. Voilà. Donc, c'est tout. Voilà. Je ne suis pas fâché, mais c'est comme ça. Il faut que les gens, il faut que maintenant les Africains apprennent à comprendre l'importance de la connaissance. Mais parce que moi, je vois leur attitude. Quand c'est des leucodermes, hein, ce qu'on appelle ordinairement des blancs, là, ils payent plein d'argent. Ils leur donnent plein d'argent. Mais il faut que ça s'arrête. Hein? Il faut que nos frères là arrêtent leur complexe vis-à-vis du caucasien, hein, et leur mépris par ricochet vis-à-vis de leurs frères mélanodermes. Il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Hein? Alors, je vais poursuivre la présentation de la thèse de Ouattara Mamadi Numche, qui a fait une thèse sur le peuple Dega, les Dega, qu'on trouve dans la région actuelle de Bondoukou, notamment dans 3 villages, dont le plus important est le village de Motiamo. Alors donc, c'est une série que nous présentons sur le travail fait par Ouattara Mamadi Numche. C'est une thèse d'histoire et c'est nous-mêmes qui avons été son directeur de recherche. Alors, il parle ici de la guerre entre Bana et puis les Modega. Bon, les Banafo, ils ont créé aussi une chefferie. Ils sont composés de Senufo Nafana, surtout, et de Gouandumpo. D'ailleurs, là-bas, il y avait une alternance du pouvoir. Quand le roi Nafana, Senufo, quand il décède, c'est le roi Dumpo, donc Gouan, qui lui succède. Alors, il dit comme ça dans sa thèse, s'il vous plaît, que les Modega se sont enfuis vers le nord de la Volta Noire et principalement à Babato, qu'on appelle aussi Bagor, qui est un village Modega au nord du Mouhoun. Bon, il ne dit pas ici ce que c'est que le Mouhoun, c'est le fleuve Volta Noire que les Dega appellent ici. Alors, pendant qu'ils y étaient, les Bana ambitionnaient de les assujettir, c'est-à-dire d'assujettir les Modega.
Voilà. Bon, il précise ici que les Bamana comprennent les Nafana Senufo, les Dumpo Gouan et puis les Libis. Les Libis qui sont en fait des Malinqués, des Mandés, qui ont séjourné justement à Bego. Voilà, ils ont séjourné à Bego. Voilà. Alors, les traditions Modega soutiennent que ils ont combattu et défait les Nafana du Bana à Tesselima. Et pour cette bataille-là, les Modega étaient soutenus par un contingent Nkoranza. Voilà. Sans doute qu'ils ont soutenu, ils ont sollicité des guerriers Nkoranza. Donc ça, c'est le mercenariat. Ça se faisait dans l'espace des Africains, le mercenariat. Ça existait. Donc c'est cela. Voilà. Alors, il dit que pendant cette bataille des Modega soutenus par les Nkoranza contre les Banafo, ceux du Bana, ils ont fait de nombreux captifs de guerre. Hein. Ils ont eu aussi du butin, notamment des ornements en or, etc. Et qu'ils ont remis au Nkoranzahine, c'est-à-dire au roi de Nkoranza. Moi, j'ai vite compris, je suis sûr que, hein, en fait, le roi de Nkoranza était derrière toute cette manœuvre-là. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'ils leur ont remis les ornements en or. Bon, Dr Ouattara nous dit que c'est parce que les Modega n'utilisaient pas l'or. Bon, mais ça, c'est... Mais il faut dire que l'or, c'était, notamment la poudre d'or, c'était la monnaie. C'était un moyen de paiement très important dans tout cet espace-là. Alors donc, les Nafana vont prendre la direction de Bondoukou. Hein? Hein? Mais ils ne seront pas poursuivis au-delà du fleuve Volta, à Bouy. Voilà. Alors ensuite, il parle de la revanche de Nkoranza et leurs alliés des Gaye Bono d'Abéassé. Après le retrait des Ashanti, la population de Nkoranza réoccupe la ville détruite. Quelque temps après leur installation, comme mesure de vengeance, ils attaquent les Nafana nouveaux à Kouloubo. Alors cette attaque est la conséquence du soutien donné aux Ashanti, mais ils étaient des vassaux des Ashanti, du roi Ashanti. La tradition orale des Modega affirme qu'ils ont participé à cette vengeance. Les alliances se tissent. Les Bana voulaient l'aide de Wanti, mais Kwame Benin, le chef de Wanti, va refuser. Voilà. Il dit que c'est dû à un culte ancestral fait à l'esprit Drobo Kessi en Pim. Et c'est cet esprit-là qui les a dissuadés de prendre part à ce conflit-là. Voilà. Bon. Nos ancêtres croyaient beaucoup à ces prédictions venant des esprits. Hein. Dans ça, c'est le cas. Alors, on dit que les Bana et les alliés vont perdre la bataille à Sabré. Voilà. Désespérés, ils prennent la fuite dans toutes les directions. C'est ainsi d'ailleurs. Quand il y a la guerre, on fuit dans toutes les directions, quand on se sent menacé. Certains, avec Ngono, Sakiame, trouvent refuge à Akomonda. Un autre groupe s'enfuit au sud du bord du fleuve Pa, laquelle place est nommée plus tard Boué, qu'on appelle aussi Boui. Quant au Nsoko, ça c'est Anin Soko, le royaume de Anin Soko, qui a été créé par un lignage royal du clan Asona. Mais c'est à Anin Soko justement que les Libis, les Noumou et les Wela qu'on appelle les Namasa, qui sont d'extraction mandée, vont séjourner dans le quartier de Bego. Voilà. Donc il dit que quand on Soko, ils ont vécu quelque temps à Aboabo sur le territoire de Wanti. Bon, mais là on ne sait pas. Est-ce les Namasa ou bien est-ce les Akans du clan Asona qui ont créé le royaume? Ça, il ne le dit pas clairement. Il dit que les Nkoranza vont poursuivre les adversaires en fuite en direction de Wanti. Mais ils seront repoussés par Wanti. Les survivants après l'aide de Wanti ont refusé d'accompagner loin Ngomo Sakiame. Ainsi, le roi de Wanti leur donna un site d'installation. Pendant cette période, les Wanti vivaient à Adadji, au nord-ouest de l'actuelle ville de Wanti. Voilà. L'une des conséquences de cette guerre est la mort de Badouhene, chef de Badou, Nana Akrosuma, et de son Djassehene. Djassehene, c'est-à-dire le serviteur de la cour. Nana Awa, qui s'est suicidé au front. Bon, ça c'est quand même curieux. Bon, ça arrive. Hein. Bon. La mort d'Akrosuma, sans doute, il ne voulait pas se faire... Il ne voulait pas être prisonnier. C'est ce qui explique cela. La mort d'Akrosuma
pendant cette guerre confirmée par la tradition orale de Ani, il a écrit Ani et Nsoko. Non, c'est Ani Nsoko, c'est la même chose. Il ne faut pas les séparer. Alors, les Modega, dans leur tradition, disent qu'ils ont participé à cette guerre. Après leur tradition orale, toujours selon leur tradition orale, ce sont les Modega qui ont capturé le Badouhine à Kosuma et l'ont décapité. Sa tête fut envoyée comme trophée de guerre. Sa tête fut emportée comme trophée de guerre. Les mâchoires de celle-ci sont suspendues sur les flûtes de la chefferie de Tchara. Rappelons, Tchara est un dégât boué du village Dega. Un village Dega. Dega boué, un village Dega. Bon. Ça aussi, c'était comme ça. Hein? On apportait souvent, je peux dire, la partie du corps d'un vaincu, d'un chef vaincu. Voilà. C'est aussi témoin de la guerre. C'est une façon aussi de rappeler des événements de guerre. Voilà. Des événements guerriers. Voilà. Alors, il y a la guerre Bronjama, Bana et ses conséquences sur les dégâts, effectivement. Pendant le règne d'Adjman Kwaku Tintin, ouais, c'est ça, c'est lui, celui-là, ce roi Djama, là, d'ailleurs on l'appelait Tintin, c'est-à-dire il était grand de taille, qui a régné de 1850 à 1897. Le Bronjama va en guerre contre le Bana sous le règne de Ngomo Sakiame en 1882. Les Modega de l'actuelle Côte d'Ivoire faisaient partie de l'armée Bronjama. Cette guerre a provoqué les ordres des Modega. Effectivement, c'est quand l'Ashanti a été affaibli par la défaite de 1874 que les Bronjama ont décidé de s'en prendre aux Bana qui participaient à cette guerre, aux anciennes guerres aux côtés des Ashanti. Voilà. Alors, il parle des causes du déroulement de la guerre. Bon, c'est ce que je viens de dire en fait. Bon, il faut dire c'est quoi Badou, etc. Ça, c'était les zones où il y avait les Nkoran, ce qu'on appelle les Koulango. Voilà, ce qu'on appelle les Koulango. Voilà. Alors, il dit que d'après Emmanuel Terré, le conflit opposait le chef des Modega qui était établi dans le suzerain des Modega qui étaient établis dans le Bronjama, donc ceux qui étaient dans le royaume Bronjama, au Bana. C'est la conséquence de la guerre entre les chefferies Koulango de Sekwa et Badou, situées dans l'actuelle région du Bron-Afo. La guerre entre ces deux chefferies a eu lieu en 1879. Alors, il évoque l'épisode pour la compréhension de l'évolution des faits, et notamment du Bronjama contre le Bana. Alors, selon la tradition de Ani Nsoko, il sépare chaque fois, le fils du Badouhene, c'est-à-dire en fait du chef d'un Coran. Bon, on parle ici qu'il a séduit la femme du roi, c'est quoi? Bon, souvent ça, c'est des éléments qui en fait dissimulent une lutte d'hégémonie, une lutte pour le pouvoir, c'est tout. Hein? Souvent, moi, je ne tiens pas compte de ça, avoir séduit la femme d'autrui. C'est une affaire qui se règle très facilement par les traditions orales, hein? C'est comme ça, ça se règle très facilement. Je veux dire par les coutumes orales, les coutumes de nos ancêtres, voilà, ils avaient de façon assez aisée de régler ce type de problème. Mais en fait, quand on évoque la question de l'adultère, bon, souvent ça dissimule des ambitions, des enjeux de pouvoir. C'est ce qu'il faut comprendre. Bon. Alors, bon, il y a toute une péripétie sur cette guerre-là, mais il faut savoir que les dégâts de Motiamo, ils disent bien qu'ils ont été installés par les Nafana et précisément les Nafana de Wolekei. Donc tout cela, ils étaient dans le royaume Bronjama. Donc ils avaient un même suzerain qui était le roi Bronjama, le Djamahene. Donc ils n'ont pas livré de guerre lors de l'installation à Motiamo. L'installation à Motiamo s'est faite de manière pacifique. Bon, voilà, c'est ce qu'il dit ici. Les Modega de Motiamo étaient intégrés à la province Pinango, voilà, la province Pinango du Bronjama, qui joue un rôle prépondérant sur le plan militaire au bénéfice du roi des Bronjama. Les Pinango ne pouvaient donc pas mobiliser ces hommes et les mettre à part par rapport justement aux Modega de Motiamo qui faisaient partie des contingents justement du chef de Pinango. Voilà. Alors il y a un de ces informateurs ici qui affirme: les Modega sont de véritables guerriers. Partout où il y a la guerre, ils y vont. Alors Adjiman, les ayant vus, a eu ses combattants. Il va toujours
en guerre avec eux. Bon, mais c'est normal. Parce que le roi Brondiama, il a la tête d'un État, d'un royaume où les provinces étaient dirigées par des chefs guerriers. Voilà. Donc tous ceux qui sont dans la province, hein, tous les villages dans la province sont mobilisés quand il y a la guerre. Et c'est le cas ici des Modega, qui donc de Motiamo, qui faisait partie justement de la province dirigée par le Pinangohine. Alors il parle des répercussions de la guerre sur les dégâts. La guerre livrée par Adjman contre Bana a mis en mouvement les Modega. Les Modega qui étaient précédemment établis à Kouabaï, avant Djoboy, c'est-à-dire Burumba, Djoboy, Burumba, donc anciennement Burumba s'appelait Djoboy, s'enfuit, puis s'installe à Pondakile. Kouabaï, dont parle Sie Kwadjo, dit-il, bon, il fait un parallèle avec un recueil de traditions orales recueilli par Benjé. Mais je pense que c'est la même localité en fait. Hein? C'est la même localité, ça ne change pas. Et il cite ici justement Benjé. Bon. Cette zone a été une zone où l'on trouvait des populations Modega. Après la guerre, certains Modega s'installent à Boromba ou Djoboyi, tandis que d'autres restent à Bondakile, à la demande du fondateur. Ils ne sont plus répartis à Kouabine. La domination des États Ashanti et Brondiama ont touché les Modega d'une manière ou d'une autre, car ces derniers entretenaient des rapports avec ses voisins immédiats et lointains. Bon, en fait, il faut comprendre que il y a des Modega qui étaient intégrés au royaume Brondiama, mais il y en a d'autres qui étaient intégrés à la sphère de domination des Ashanti. C'est comme ça, notamment ceux qui sont à Branham. Voilà. Maintenant, il y en avait qui étaient aussi dans la sphère de domination de Nkoranza. Mais il faut savoir que jusqu'à avant 1874, que ce soit Nkoranza, que ce soit le Brondiama, était sous la domination du roi des Ashanti. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et donc, je pense que les Modega, ils avaient une situation bien pénible. Puisque le même peuple Modega, ils sont à Branham, une zone sous l'influence directe des Ashanti. Ils sont dans le Nkoranza, une zone sous la direction du Nkorazahine, le roi de Nkoranza. En fait, cette famille royale est d'origine Amakom, donc d'extraction Ashanti. Et puis, ils étaient aussi dans l'espace dominé par le Djamahine, le roi du Brondiama. Ouais, donc, c'est un peuple qui était dispersé. Donc, toutes ces guerres-là, c'est comme si, finalement, ils se retrouvent sur le front face à des frères qui combattent pour d'autres entités politiques. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, il y a un autre chapitre, il y a d'autres chapitres où il aborde les rapports entre les dégâts et puis leurs voisins, notamment la rencontre entre les dégâts et puis les peuples qui étaient déjà installés, qui les ont précédés. Voilà, donc nous allons voir ça prochainement. Voilà, nous allons voir ça prochainement. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc là, nous parlions d'un aspect de la thèse en histoire du docteur Ouattara Mamadi Nunche sur le peuple Modega. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.